652e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Jean-Marie Le Pen, comment allez-vous? On a eu une alerte la semaine dernière. Alors, il n'y a pas que la presse qui soit inquiétée, il y a aussi vos amis. Oui, je crois qu'il faut être très franc, je me porte bien. Voilà, en l'occurrence, il y a eu un petit incident oculaire, mais qui n'a pas eu de conséquences. Enfin, du moins, je l'espère. Ça s'appelle un AVC tout de même, hein? Ou un AVC minime. Hein. Oui, comme Jacques Chirac. Il paraît qu'il a eu cela aussi. Oui. Bon, il faut être très clair, parce que ça intéresse tout le monde, y compris la presse d'ailleurs, qui a mis en route vos nécros au cas où, en pleine campagne présidentielle. C'est un peu tôt, peut-être. Alors, la communication de santé de Jean-Marie Le Pen n'est pas signée Dr Gubler. Vous n'êtes pas François Mitterrand, on ne ment pas. Bien sûr que non, évidemment. Il n'y a aucune raison de mentir. Vous savez que Charles de Gaulle disait « Je n'appartiens à personne parce que j'appartiens à tout le monde ». C'est aussi un peu votre cas politique et historique dans le monde où nous sommes. Jean-Marie Le Pen, on l'a lu dans le journal du dimanche, quand on vient chez vous, c'est pas la maison qu'on vient regarder, c'est le monument qui l'habite. Donc il y a tout de même une inquiétude légitime d'ailleurs. Oui, mais le menhir est toujours debout. Alors, pour être complètement clair, vous avez subi une série d'examens qui ont montré qu'il n'y a aucune alerte imminente. Aucune alerte. Donc l'ausculation de si ce n'est celle de l'âge qui finit par toucher tout le monde. Et la décision du Seigneur. C'est ça. Vous avez si souvent évoqué. Qu'à Dieu plaise. Vous avez été frappé par une image un petit peu comme tout le monde. Ça se passe au Kremlin. Le président de la République française rencontre le président de la Russie. La longueur de la table. Ah oui, c'est tout à fait étonnant. Mais je pense que ça a une signification politique internationale importante. C'est que on sait que notre président de la République a l'habitude de prendre les gens par le col, par l'épaule, leur taper dans le dos, etc. Et je pense que c'est pour se garder de ce genre de familiarité que le chef du Kremlin a fait cette longue table qu'a accepté, somme toute, Macron. Donc, par conséquent, on ne peut pas, deux chefs d'État, semble-t-il, tout à fait évidemment assez loin de l'autre, puisque c'est ce qu'a voulu signifier certainement Poutine en invitant le président de la République française à dialoguer sur un dialogue diplomatique, somme toute. 5 heures d'un bout à l'autre de cette longue table, 5 heures tout de même. Et un communiqué où le président Poutine dit qu'il salue les efforts de la France dans le sens de la paix. Mais alors, matériellement, c'est pas ce qu'on ressent. Oui, mais enfin, en l'occurrence, la France n'a pas grande influence dans toute cette affaire. Et c'est une visite diplomatique, mais les pays comme la Russie mettent la France à sa place, sans plus, mais ce qui est bien. Nous avons le droit à notre place, pas plus que notre place, mais pas moins non plus. Oui, mais cette situation française, notre place, pas plus, pas moins, pour vous qui avez si souvent parlé de la France, ça ne vous choque pas? Bah, écoutez, le rôle de la France contemporaine par rapport à ce qu'elle a été, par rapport à ce qu'elle aurait pu être. Voilà. Il est certain qu'elle est le reflet de la réalité qu'elle représente, sa population, sa moyenne d'âge, sa qualité de vie, sa richesse de production, sa dette, etc. Tout cela compte dans l'évaluation d'une puissance et d'un grand pays. La France reste encore un des grands pays, c'est même un des 5 grands pays officiellement. Il y en a d'autres. En l'occurrence, je ne suis pas absolument sûr que la politique que l'on mène, qui a été menée jusqu'à présent en tous les cas, garantissait à la France le maintien de son rang. Au fond de votre cœur, vous croyez en un destin français futur? Je le souhaite, je l'espère. Je pense que la France a une qualité particulière. C'est une donnée qui n'est pas celle de n'importe qui. C'est un rôle historique mondial. Et nous savons, je crois que nous sommes encore la deuxième puissance maritime, par l'espace maritime, grâce d'ailleurs, il faut bien le dire, à nos dom-toms, n'est-ce pas? C'est ça, c'est-à-dire à nos possessions outre-mer. Mais donc nous devons tenir ce rang
Et pour cela, il faut que le gouvernement soit lui aussi à la hauteur de la réputation de la France. Les dernières élections locales, certes, ont été marquées par l'abstention. Qu'est-ce qui pourrait vous faire penser que dans l'élection présidentielle que nous vivons, il puisse y avoir un sursaut du vote des Français, écoutez, quel que soit le choix? C'est mon vœu le plus cher. La démocratie ne fonctionne pas si les gens ne participent pas. Et le vote est un geste qui n'est pas seulement symbolique, c'est un geste réel de participation à la vie publique, à la vie nationale. Donc il faut absolument que les gens perdent cette mauvaise habitude de s'abstenir. Et l'abstention n'est pas un mode d'opposition. Il faut voter pour des gens qui s'opposent et non pas s'abstenir de voter. Ça veut dire qu'on s'en lave les mains du sort du pays. Or, le sort du pays, c'est aussi le sort de chacun des citoyens et de leurs enfants, etc., de leur famille. Est-ce qu'on peut dire, parce qu'il y a l'acte de voter, et puis ensuite, il y a le soutien de ceux pour lesquels on a voté dans le cas où ils rencontrent le succès. Vous avez souvent défini dans le passé le rôle du citoyen, le devoir de s'informer, le devoir de rester actif, le devoir de ne pas s'être libéré de tout seulement pour être allé derrière le rideau de l'isoloir. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Mais écoutez, on peut constater d'abord une chose, c'est l'affaiblissement de toutes les structures sociales, de tous les liens qui unissent les Français, que ce soit religieux, que ce soit philosophique, financier, politique, social, etc. Il y a un relâchement général et il faut que les Français se reprennent. Parce qu'il n'y a pas de vie internationale ni de vie nationale si les citoyens refusent de participer ou se détournent de l'exercice habituel de la démocratie. Est-ce que vous trouvez que quelque part dans la campagne qui se déroule, ou la pré-campagne, puisqu'il manque un candidat, le président de la République sortant, certaines de vos idées sont en train de faire campagne sans vous? Oui, il me semble que c'est surtout le Zemmour, je crois, qui parle comme Le Pen parlait. C'est un écho sympathique, d'ailleurs, je l'estime pour M. Zemmour, mais en l'occurrence, c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit Marine Le Pen qui tienne ce rôle-là. Ça me paraissait plus sage. Mais vous soutenez Marine au moins au premier tour, et puis elle fait une belle campagne à sa manière, elle aussi. Oui, c'est vrai. Non, c'est un autre style, une autre manière d'être, et je ne sais pas comment les Français vont l'apprécier, mais je pense qu'ils ont, eux, le devoir de porter une appréciation, c'est-à-dire de participer au vote, quel qu'il soit, après tout, et que l'on sache ce que les Français veulent, parce qu'il s'agit de leur destin, il s'agit de leur avenir, de celui de leurs enfants, et la situation n'est pas particulièrement sympathique au regard que l'on a sur l'avenir. Par conséquent, il faut toujours se battre. Hein. On peut dire que cette fois, on va avoir 2 Le Pen pour le prix d'un? Je ne suis pas sûr que ça plaira à tout le monde, ça, mais ça ne fait rien. Il vaut mieux 2 Le Pen que pas du tout. Alors à ce propos, je voulais vous poser une question de liberté publique dans la vie très concrète. Vous savez que depuis 15 jours, la SNCF propose, pour simplifier les billets quand on prend le TGV, ce qui m'arrive souvent pour venir vous voir parce que j'habite en province, eh bien on propose de marier le QR code de votre billet de train avec le QR code du pass vaccinal, à 15 jours de sa suppression en gros. Qu'est-ce qu'on peut penser des libertés publiques dans un climat pareil, où à travers le QR code, la SNCF peut avoir accès à des données de santé de leurs voyageurs? Je suis tout à fait hostile à cette concentration des moyens de connaissance des citoyens. Il n'y a absolument aucune raison de faire cet amalgame et nous devons défendre nos libertés avec sérieux et attention parce qu'elles sont menacées, c'est sûr. Les libertés publiques, c'est un domaine dans lequel il faut aussi se battre pour défendre son bout de gras, si j'ose dire. Alors il y avait ce livre de Bernanos intitulé dans les années 40 « La France contre les robots », mais maintenant c'est l'humain contre les robots. C'est vrai, c'est un combat de grande dimension et dont les Français sont dignes, ils sont capables de l'assumer. Encore faut-il qu'ils en prennent conscience et qu'ils exercent leur droit, qui est en même temps un devoir.
Est-ce que vous pensez qu'un choc électoral en France pourrait avoir des retentissements internationaux plus importants que les seules limites de la France? Sûrement, sûrement. La France a encore un rayonnement qui lui permet, qui provoque en effet des conséquences dans d'autres pays. D'abord les pays de l'Europe, bien sûr, c'est normal. Ceux du bloc boréal, qui comprend aussi la Russie, mais aussi le monde entier. La France n'est pas indifférente, je crois, à la plupart des citoyens du monde. Est-ce qu'on est capable d'être exemplaire et de faire rêver? Je le souhaite de tout mon cœur, mais pour ça, il faudra faire un véritable redressement, parce que pour l'instant, nous nous laissons glisser sur la pente de la décadence. Quand vous voyez, j'y reviens, cette campagne électorale, vous qui avez été 5 fois candidat à l'élection présidentielle, ça vous démange pas d'y retourner, enfin de voir ça à la télévision sans être devant les foules que d'autres rassemblent, sans avoir les mots que vous portiez? Oui, bah écoutez, j'ai fait mon temps. Hein. Je crois avoir rempli ma mission. Je n'ai pas honte de ce que j'ai fait. Au contraire, j'en suis fier. J'ai rempli mes devoirs. Et par conséquent, c'est aux autres, c'est à Marine maintenant, ou à Marion, ou à d'autres, qui sont des partisans de la grandeur de la France, de se manifester et de faire voter les gens, de les faire participer, pas seulement voter, il faut aussi participer dans toutes les activités civiques, ce qui n'est pas le cas malheureusement, et qu'on n'apprend plus à l'école comme on l'apprenait de mon temps, il faut dire. Êtes-vous satisfait du spectacle? Parce qu'après tout, vous avez dit dans une récente interview, je suis le mieux informé de France parce qu'avec mon grand écran, je les vois tous pendant qu'ils sont les acteurs de leur propre rôle et qu'ils n'ont pas le temps de s'observer, moi je les vois tous. Oui, c'est vrai. Comment qualifieriez-vous la dignité de cette campagne en général? Écoutez, elle est somme toute assez banale tout de même. C'est assez habituel. Nous votons souvent. Et maintenant, tous les 5 ans, personnellement, j'étais partisan, moi, du mandat de 7 ans. Et de la différence entre le vote législatif et le vote présidentiel. Je crois qu'il y a une ambiguïté maintenant qui est créée par l'identité de 5 ans, qui fait que le vote présidentiel soit le même date que le vote législatif. Mais sous cette réserve, après tout, l'essentiel, c'est de participer. Alors il faut maintenant que les Français prennent conscience que leur situation n'est pas simple. Elle est menacée par les événements. Ils doivent toujours être vigilants, mobilisés et se battre pour leur liberté parce qu'elle ne se défend pas toute seule. Serions dans une forme de drôle de guerre démocratique où rien ne se passe alors que l'orage avance? Oui, c'est vrai, mais c'est banal dans l'histoire. Et souvent, les peuples ont été aveugles et parce que les gens qui les dirigeaient ne leur ont pas ouvert les yeux. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ça ne vous rend pas toujours sympathique, parce qu'il est vrai que toute vérité est bonne à dire, elle n'est pas toujours très agréable à entendre. Alors, pas de lecture véritablement cette semaine, mais tout de même, et vous en avez parlé il y a déjà plusieurs semaines, cette revue Le Nouveau Conservateur, à l'initiative de Paul-Marie Couteau, qui a été votre collègue au Parlement européen. Alors, je vais vous poser une question sur ce qui est contenu. Vous connaissez la plupart des gens qui ont écrit, des contributeurs. En particulier, je signale Jean-Claude Martinez, qui fait un excellent papier sur la Nouvelle-Calédonie. Il est plus néo-calédonien que n'importe quelle personne liée sentimentalement et humainement à cette île. Chine, Californie, l'émergence de l'univers pacifique. Et là, c'est l'originalité des deux l'angle, c'est plutôt que le choc entre les États-Unis et la Chine, insister sur le poids spécifique de la Californie avec toute la modernité qui s'y déploie. La Californie, c'était la part des États-Unis que vous connaissiez le mieux à une certaine époque. Oui, relativement, parce que c'est quand même celle qui est la plus célèbre et probablement sans doute la plus importante avec celle de New York. Mais enfin, on a dit que c'était le 13e État du monde, simplement en PIB. On peut dire ça, somme toute, c'est vrai, que la Californie a un rôle particulier qui dépasse celui d'être un des 50 États des États-Unis, c'est sûr. Et sa proximité, somme toute, à travers le Pacifique avec la Chine, qui est le rival le plus évident dans les années qui viennent, eh bien, en effet, ce rapprochement n'est pas stupide, loin de là.
Pas de journal de bord sans la petite connotation complotiste. Nous sommes aux États-Unis. Vous êtes sûr que le président Trump a été battu par des moyens légaux et loyaux? Je ne suis pas absolument sûr. Je crois que sa protestation n'est pas illégitime. Mais c'est à lui de nous démontrer dans la prochaine campagne qu'il est capable d'être président et de vaincre tous ces obstacles. Merci Jean-Marie Le Pen. La semaine prochaine, Marie Derbès, le grand retour. C'est un grand plaisir. Attention. Merci Jean-Marie.